Hello! Je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo donc sur le thème de l'éducation. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Donc voilà, je fais des études dans le but de travailler en garderie, etc. Donc c'est vrai que j'apprends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'en parlant des fois avec des parents, je me rends compte qu'il y a des petites choses qu'on apprend qui sont toutes simples et que les parents savent pas forcément, et je me dis que voilà, d'en parler en vidéo, ça pourrait vous donner des pistes. Donc là, je vais vraiment pas détailler parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais vous parler en gros des points et définir un peu ce que c'est, parce que je dois vous avouer que j'ai déjà filmé cette vidéo une fois et qu'elle a duré 1h17. Voilà. Donc bon, sans montage, hein. Donc je compte pas vous faire une vidéo non plus de 50 minutes, quoi. Donc, pour ça, je vais vraiment vous présenter les points, vous expliquer un petit peu, essayer de vous donner 2-3 exemples, mais vraiment si vous voulez plus approfondir, je vous mets en barre d'infos des noms de personnes, de toute façon je vais d'en reparler, mais par exemple Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, qui ont fait des livres, qui ont des interviews sur internet. Je sais qu'Isabelle Filiosa aussi a filmé des conférences ou a des vidéos d'environ 30 minutes où elle parle vraiment, elle explique très bien ce dont je vais vous parler en vitesse. Donc vraiment, si vous voulez plus approfondir ce que je vous explique en gros, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font l'une et l'autre. Il y en a d'autres bien sûr, hein, mais c'est ces deux-là que j'écoute le plus. Voilà. Donc j'ai tout pris en note sur mon attel. Je suis encore un peu malade. D'abord, je vais vous lire un petit texte en fait que j'ai trouvé sur Facebook. C'est une dame qui demandait qu'est-ce que c'était que l'éducation bienveillante. Donc après ça, il y a plusieurs noms, hein. Éducation bienveillante, positive, constructive, consciente. C'est un peu tout la même chose. Voilà. Donc une dame demandait ce que c'était sur Facebook, et quelqu'un d'autre lui a répondu ce que je vais vous lire qui résume déjà bien. Donc, réunis, même si soyons honnêtes, personne n'est parfait, et appliquer tout ceci au quotidien nécessite aussi une remise en question de manière dont bien souvent nous-mêmes avons été élevés. La violence éducative ordinaire était la norme à notre époque. Selon moi, c'est avant tout aider l'enfant à se développer dans le respect de son rythme, en restant à son écoute, sans le punir notamment, punition physique bien sûr, mais aussi verbale, menaces, humiliation, chantage, sarcasme, accompagner ses émotions pour mieux l'aider à les gérer, faciliter l'expression de ses émotions en vie et le sécuriser pour qu'il gagne confiance en lui en utilisant des formulations respectant les étapes de développement de son cerveau suite à l'évolution des études en neurosciences. Par exemple, le non à 6 mois n'a aucun sens, les formulations négatives à 18-24 mois brouillent le message, laisser le choix entre deux possibilités à l'enfant facilite sa coopération, etc. Ce n'est pas simple à définir parce que justement cela remet en cause beaucoup de préjugés des générations passées. Le coin, la petite tape qui n'a jamais tué personne, envoyer son enfant au lit sans manger parce qu'il ne voulait pas du repas qu'on lui a proposé. Tu n'es pas beau quand tu boudes quand tu es en colère. Arrête de pleurer comme un bébé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme toi? Et c'est enfin aussi une façon de communiquer en lien avec la CNV, communication non violente. Utiliser des phrases qui ne jugent pas mais qui mettent en avant nos ressentis, en commençant les phrases par je et non pas par tu. En général, quand on évoque le terme de bienveillant, on bascule vite dans des échanges qui permettent de cerner si on parle bien de la même chose. C'est une approche plus large de la simple éducation finalement, c'est une approche globale de la vie, un état d'esprit respectueux de soi, des autres, qui s'appuie aussi beaucoup sur des études récentes du cerveau. Voilà. Donc, oui, ça s'appuie beaucoup sur le cerveau. Donc déjà, pour juste pour situer un peu, on a donc le cerveau gauche, le cerveau droite. Le cerveau droite, c'est le côté des émotions, la créativité, la spontanéité, l'imaginaire, etc. Le côté gauche, c'est tout ce qui est de la logique, les maths par exemple, le sens moral, etc. Après,
le côté du corps gauche, c'est le côté des émotions, et le côté droit, c'est le côté logique. Parce qu'en fait, ça se croise. Aïe. Bref. Mais bon, du coup, dans le cerveau, cerveau gauche, la logique, le cerveau droit, la spontanéité, la créativité et tout ça. Donc, il faut savoir que l'enfant, quand il naît, son cerveau droite, donc des émotions, etc., il est prêt à fonctionner. Tandis que le cerveau gauche, de la logique, etc., il va commencer à se mettre en route quand il va commencer à dire les pourquoi, puis qu'il va poser toutes ces questions. Là, il va commencer à créer en fait une analyse et puis c'est comme ça qu'il va petit à petit faire son cerveau. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut observer que ça commence. Donc avant cet âge-là, il ne fonctionne que avec son cerveau des émotions, des sentiments, de la spontanéité, etc. Donc à chaque fois qu'un enfant vit une émotion, il la vit intensément parce qu'il n'a pas le côté de la morale, la logique, à se dire, à avoir une réflexion là derrière. Non, c'est juste qu'il le vit et qu'il le vit très puissamment. Voilà, ça c'était pour situer un peu le niveau déjà d'un enfant. Moi je parle beaucoup des plus petits, de ce que j'ai vu en crèche, parce que voilà, je travaille du coup en crèche. J'ai travaillé avec beaucoup des moins de 3 ans. On a vu aussi beaucoup de théories sur les moins de 3 ans. Sur les autres aussi, mais du coup c'est vrai que ça me parlait moins vu que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc, je vais vous parler déjà de plusieurs points. Alors déjà, ce que la dame avait parlé dans son commentaire, il y avait le respect du rythme, que ce soit au niveau du développement comme au niveau du quotidien. Donc au niveau du quotidien, c'est-à-dire le sommeil, le repas, etc. Voilà, un enfant qui a sommeil, laissez-le dormir. Après, je comprends que des fois, c'est normal, on travaille ou machin, on doit réveiller son enfant, on peut pas laisser dormir plus que temps, etc. Après, ce qu'on a vu en cours, mais qui je pense dépend vraiment de chaque enfant, c'est que un enfant qui fait qu'une sieste dans la journée, l'après-midi, puis qui fait 4 heures de sieste, ça va normalement, généralement, je dis pas pour tous les enfants c'est pas pareil, hein, vraiment je tiens à le dire, mais généralement ça influence pas sur sa nuit. Donc quand on dit ouais il faudra le réveiller au bout de 2 heures parce qu'après le soir il dort pas. Alors il y en a pour qui c'est vrai et il y en a pour qui c'est pas vrai en fait, où vraiment ils peuvent dormir 4 heures et ça influence pas sur le sommeil du soir. Voilà, donc aussi respecter ça, respecter s'il a faim, s'il a pas faim. Et voilà, il y a des jours où un enfant a moins faim, ça veut pas dire qu'il va pas bien, il sait s'autogérer, il sait se réguler, l'appétit varie, un enfant va pas se laisser mourir de faim. Donc voilà, juste en fait respecter son rythme et être à l'écoute des signes qui nous montrent. Au niveau du respect du rythme, du développement, c'est par exemple mettre un enfant assis alors qu'il n'a pas acquis lui-même cette position. Ça peut paraître tout bête parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, etc. Mais en fait, moi en travaillant, c'est quelque chose qui petit à petit, plus je le vois, plus ça me choque. Alors c'est peut-être fort comme mot, mais c'est vrai qu'en fait maintenant j'oublie qu'il y a des gens qui mettent leur enfant assis d'eux-mêmes ou qui les font marcher alors qu'il ne marche pas de lui-même. Enfin, voilà. En fait, un enfant, il passe par plusieurs positions. D'abord, un enfant va être en général par terre couché sur le ventre. Petit à petit, il va apprendre à se tourner. Au final, il va même se retourner complètement. Au début, il va rester bloqué. Donc, ce sera à nous toujours de le remettre, etc. Voilà, une petite période un petit peu pas évidente. Hein. Après, une fois qu'il est comme ça, il va revenir. Il va réussir à revenir de lui-même. Après, il va passer en position comme ci, comme ci, comme ça. J'ai peur d'avoir cassé mon gène. Après, il y a plusieurs stades différents. Et après, il passe en position assise. Le truc, c'est qu'en fait, en passant par toutes ces étapes, il se fait des muscles, il développe des enchaînements de positions pour arriver à tel ou tel endroit. Par exemple, pour être assis, ils font des enchaînements de positions. Et si l'adulte met l'enfant assis, il n'aura pas tous ces enchaînements et ses muscles ne seront pas assez faits. Et du coup, il ne va pas réussir aussi à s'enlever de lui-même. Donc voilà, c'est des petites choses où en fait c'est vrai qu'on pense pas parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, mais c'est pas l'idéal pour la musculation et pour le développement de l'enfant. Donc c'est vraiment le laisser à son rythme, faire ses expériences et petit à petit acquérir des positions tout seul. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses au niveau de l'émotion. Donc ça va être d'accueillir, valider, être à l'écoute. Donc quand un enfant vous parle ou vous montre quelque chose, être à l'écoute, le regarder,
montrer qu'on est là pour lui et pas dire oui, oui, ouais, je vois, puis continuer à faire autre chose. Quand il nous parle, on le regarde, qu'il sente qu'il a notre attention. Au niveau des émotions, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Un enfant, par exemple, il tombe, il pleure. Souvent, on va dire, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, vas-y, relève-toi, c'est bon. Là, en fait, dans la tête de l'enfant, c'est un peu comme lui dire, ça te fait mal, mais t'as pas le droit de ressentir ça. Du coup, c'est pas l'idéal pour l'enfant parce qu'il se dit qu'il a pas le droit d'avoir mal. Alors pour lui, comme je disais avant, il a que le cerveau des émotions, donc il tombe, mon Dieu, c'est la crise. Du coup, là, ça va être, notre rôle, ça va être, de verbaliser déjà ce qu'on peut voir qu'il vit. Donc je dis, ah ouais, t'es tombé. Mettre des mots sur ce qu'il vit, parce que lui, il peut pas le faire tout seul. Comme ça, déjà, lui, ça va lui faire comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vois que t'es tombé. Ça va? T'as mal? On peut lui demander s'il a mal, s'il a eu peur, si, après, ça dépend ce que vous voyez ou pas, par exemple. Ou si ça va mieux, s'il a besoin d'aide, s'il aurait besoin de venir vers vous se consoler, s'il a besoin d'aide pour se relever aussi, ça va, voilà. C'est plusieurs choses que vous pouvez dire d'après ce que vous voyez. C'est vrai que typiquement, quand c'est une plutôt grosse chute, mais je vois que l'enfant s'est bien rattrapé, je vais surtout lui demander s'il a eu peur, parce que c'est vrai que l'enfant il tombe, et forcément sur le coup ça lui fait peur, et en général c'est ça qui va le faire pleurer ou qui va l'embêter, plus que se faire mal en fait. Du coup je dis, ça va, t'as eu peur? Puis souvent ils me disent oui avec la tête. Puis je demande si ils ont encore peur maintenant ou si ça va. En général, quand ils pleurent comme ça fort, ils sont dans mes bras parce qu'ils ont besoin de réconfort. Donc à ce moment-là, je leur demande s'ils ont encore peur. Et généralement, ils me disent non. Et à partir de ce moment-là, ils réalisent que la chute est finie, qu'ils ont plus peur, qu'ils sont en sécurité et ils arrêtent de pleurer. Mais voilà, c'est en tout cas pas dire mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer, nanana, parce que c'est négliger en fait son sentiment. Faut toujours que ça me rate à quelque part, y a pas moyen. Hein. Par exemple, un enfant qui est au magasin, il a très envie d'un bonbon, vous lui dites non et c'est la crise. Là en fait, en l'ignorant, il va juste encore plus continuer de pleurer ou de faire une crise. C'est comme si vous dites quelque chose à quelqu'un, puis qu'il vous répond pas. Vous avez l'impression qu'il vous entend pas, vous répétez. Il vous répond toujours rien, vous répétez une troisième fois au cas où il vous a pas compris. Là ça va être pareil. Si vous lui répondez rien, c'est comme s'il n'était pas entendu, donc c'est pas le top. Donc là par exemple, ce que nous on va faire, c'est donc de verbaliser ses émotions et de valider. C'est que oui, t'as le droit d'être en colère. Je vois que t'es en colère, t'as le droit. Donc déjà ce que nous on voit est qu'il a le droit de ressentir ça. Parce que c'est vrai, vous lui dites non, c'est normal qu'il soit en colère, il a le droit d'être en colère. Donc c'est surtout pas refouler ça, c'est il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Donc t'as le droit d'être en colère. Je vois que ça t'énerve. Je comprends. Ma foi, je te dis non parce que on est en train de faire les commissions, après on va dîner, j'en sais rien, vous avez vos raisons, vous l'expliquez. Mais voilà, un enfant est intelligent, il va comprendre. Mais si vous lui répondez pas ou vous lui dites c'est bon maintenant arrête, ça suffit, il va pas se sentir reconnu dans ses émotions et il va continuer. Donc juste de verbaliser, de dire ouais, je vois que t'es énervé, t'as le droit d'être énervé, c'est vrai que je t'ai dit non. C'est peut-être pas chouette, mais c'est comme ça parce que non. Voilà. Après, je sais que justifier pourquoi on a dit ça, ça peut être chiant. Tu dois le faire tout le temps. Mais l'enfant, ça l'aide à comprendre en fait. Donc voilà, verbaliser ses émotions. Même moi, en tant qu'adulte, je l'utilise avec ma maman ou comme ça. Des fois, je sais que des fois, elle rentrait et tout, elle était pas top. Je disais, ouais, je vois que ça va pas bien, t'as le droit de pleurer. Combien de fois, elle était en colère, elle me disait, ouais, mais je suis énervée. Je dis, bah oui, t'as le droit d'être énervée et t'as le droit de pleurer si t'es pas bien. Et ça fait du bien en fait, c'est des mots qui font du bien, qu'on soit grand, petit, non. Même après, quand on se dispute avec des gens, c'est ouais, je comprends que tu penses ça, non, mais c'est pas mon avis, ou je comprends que là t'es énervé, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça, enfin. Après voilà. Mais toujours ne pas négliger en fait ce que ressent l'autre personne. C'est primordial. Donc pareil avec les enfants. Ensuite, ça c'est, j'ai écrit la formulation positive. C'est le fait de enlever les ne pas. J'allais dire de ne pas dire les ne pas. Voilà, et pareil, j'ai le réflexe de changer mes phrases et de les tourner à ce qu'il n'y ait plus de ne pas. Enlever les ne pas. Un enfant qui arrive et qui veut ouvrir un tiroir. Ne touche pas le tiroir. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va toucher le tiroir. Pourtant, vous lui avez dit de pas le faire. Si je vous dis ne pensez pas à un drapeau, à quoi vous pensez? À un drapeau. Je sais que Isabelle Filosa, justement, elle parle beaucoup de ça et elle l'explique en prenant l'exemple d'une girafe. Elle dit, si je vous dis de ne pas penser à une girafe, à quoi vous pensez? À
une girafe. Bah l'enfant c'est pareil en fait. Le truc c'est que le cerveau, d'abord, il va prendre le message sans le ne pas. Et quand il est assez développé, il va réussir à revenir en arrière. Le truc c'est que l'enfant, petit, donc comme on disait, comme c'était dit dans le commentaire, les formulations négatives à 18-24 mois brouillent le message. C'est qu'en fait l'enfant à cet âge-là, il n'arrive pas à revenir en arrière. Donc comme je disais, par exemple, un enfant veut toucher un tiroir. Au lieu de dire « ne touche pas le tiroir », dites plutôt « laisse le tiroir fermé ». Voilà. C'est un message, c'est pour nous en fait c'est tout bête. Ça demande de se remettre en question, de revenir sur ce qu'on dit, etc. De perdre des habitudes. Mais pour l'enfant, ça va beaucoup l'aider. Parce que quand vous dites « ne touche pas le tiroir », lui il comprend « vas-y, touche le tiroir ». En gros, voilà. Ça aide beaucoup. Ça fait pas tout, hein. Je dis pas que c'est des solutions magiques. C'est juste des petites choses qui peuvent aider au quotidien.